Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Hossegor, terre mythique du surf dans le monde, pour ce premier numéro d'Olatua, nouveau magazine consacré au surf, un art de vivre, mais aussi toute une culture désormais en Nouvelle-Aquitaine. Nous évoquerons bien évidemment l'aspect sportif de la discipline, mais également son côté environnemental, son impact sur la santé et sa dimension économique, entre autres. Mais pour commencer, avant de développer toute l'actualité, petit voyage sur la planète surf. Justine Dupont, déjà au Panthéon de l'année, un exploit XXL pour dominer ce monstre des Kuma Jaws à Hawaï, un spot mythique. La Girondine de 29 ans, qui a déjà dompté plusieurs fois Nazaré, repousse les limites de l'impossible pour entrer encore une fois dans la légende. Et de l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. À environ 4000 km d'Hawaï, Tahiti, la douceur de l'été austral et l'enfer, ou presque, de Tiopo. L'une des vagues les plus extrêmes au monde, peut-être la plus dangereuse. Ici, la moindre faute peut coûter très cher. L'énergie autour de cette vague est vraiment unique. La puissance de la vague, le récif, la culture, les gens, tout ce qui fait que cette vague est vraiment spéciale. Et quand c'est gros, c'est la vague, je vais dire, la plus dangereuse au monde, mais en même temps la plus parfaite au monde. Si tu te laisses un peu pousser des ailes et tu te prends un peu pour un autre, ben cette vague elle te remet direct à ta place. Tiopo, terrain de jeu des meilleurs, privé de circuit international jusqu'au printemps à cause de la pandémie, et qui ne seront pas à Hossegor en octobre, une épreuve désormais reléguée en 2e division mondiale. Hossegor, c'est aussi le siège de la Fédération française de surf qui vient d'élire il y a quelques semaines son tout nouveau président, Jacques Lagincombe. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous succédez à Jean-Luc Arassus qui était en place sur une quinzaine d'années. Comment se passe d'abord votre premier pas, vos premiers pas même? Alors les premiers pas, il faut être tout à fait honnête, ce n'est pas une découverte, la Fédération française de surf, puisque précédemment j'étais président de la Ligue de surf de Nouvelle-Aquitaine, et puis élu au comité directeur de la Fédération française de surf pendant les 4 dernières années. Donc les premiers pas sont facilités par le fait que je connais déjà les principaux acteurs. Ensuite, je connaissais l'ampleur de la tâche, elle est certaine, surtout qu'on s'inscrit dans un nouveau mandat qui se veut plus proche des clubs et plus proche des organes déconcentrés et plus proche de l'ensemble des pratiques. On détaillera tout ça tout à l'heure dans la deuxième partie de notre entretien. On va parler de cette année 2021 cruciale pour le surf français notamment. Ouais. Première apparition de la discipline aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Formidable engouement, en tout cas formidable événement pour le surf. Ah, pour nous, c'est extraordinaire. Enfin, je vais vous dire, très honnêtement, si je suis un gros égoïste, je me dis 2021 Tokyo, 2024 Paris. Enfin, Paris qui se passe à Tahiti, mais Paris. Et là, pour nous, ce sera... Il y a Tokyo, vous avez raison, mais véritablement, nos regards sont tournés vers Paris 2024 et vers Tahiti et vers la possibilité pour nous d'avoir des médailles, et je l'espère plusieurs médailles. C'est déjà demain, Paris 2024 Ah, mais je crois qu'on y est. C'est dans 3 ans. Hein, non, mais je crois qu'on y est. Proche. En réalité, on y est. Et Tokyo, c'est bien parce que c'est parfait, parce que c'est la première fois que le surf est sport olympique. Donc on s'en réjouit, on est très heureux de ça. Mais je dois bien honnêtement vous le dire, nos regards sont sur Paris 2024. Qu'est-ce que ça peut apporter au surf français, notamment à cette échéance de Paris 2024? On va se projeter un petit peu dans le temps. Est-ce que ça va... Vous savez, il y a très longtemps de ça, quand je regardais beaucoup le rugby, et que le rugby était les premiers championnats du monde, il y a eu un afflux de licenciés. J'espère que pour nos clubs, en tout cas, il y aura un mouvement vers les clubs de la part des pratiquants. Parce que c'est aussi la filière de formation, c'est peut-être celle-là qui permettra à des jeunes
d'accéder vers l'excellence et vers la haute performance sportive. Donc les Jeux Olympiques peuvent faire rêver. Indirectement, j'espère qu'ils feront rêver dans nos clubs. Alors cette année 2021, c'est aussi celle de la relance, on l'espère, pour le surf international qui était complètement à l'arrêt, le surf mondial. En 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, bien évidemment, les surfeurs français, notamment aquitains, sont impatients de renouer avec la compétition. On va commencer par le meilleur d'entre eux, le meilleur régional. Il s'agit de Johan Duru, le Landais, qu'ont rencontré Guillaume Dequet et Taliane Lobo en tout début de semaine. Voyez leur reportage. Johan Duru dans le tube de pipeline à Hawaï, le Landais parmi les 32 meilleurs surfeurs du monde en 2019. Un souvenir, une éternité presque, après avoir raté la requalification dans l'élite et une saison blanche l'année dernière. 2021, chez lui à Seignos, Johan ronge son frein, obligé de préserver ses plus belles planches pour les compétitions. J'en casse pas tant que ça, elles sont vraiment solides et bien. Mais là, en novembre, il y a eu des bonnes conditions et j'ai dû en casser au moins 6 ou 7 en 3 semaines. Sur une saison, le surfeur d'Ondre en utilise une cinquantaine, heureusement fournie par son dernier sponsor. Les autres l'ont lâché au début du premier confinement. J'ai perdu quasiment tous mes sponsors. J'ai un peu de sous pour faire la saison de cette année, donc je vais vraiment essayer de tout donner pour gazer et gagner des prize money et comme ça, et surtout essayer de me requalifier. Victoire obligatoire donc pour Johan cette année. D'autres trophées devront venir enrichir sa collection pour lui permettre de rebondir. Mais avec un nouveau format de compétition et des épreuves qui s'annulent les unes après les autres, comme la première de la saison au Maroc, pas facile de se préparer. C'est un peu compliqué, à chaque fois on commence à s'entraîner, se remotiver, et il y a une compétition qui s'annule, on s'arrête. Du coup après, parce qu'on ne peut pas s'entraîner un an pour rien, donc on a envie de reprendre. Les surfeuses ne sont pas mieux loties. Maud Lecard, la compagne de Johan, n'aura que 3 étapes en Europe pour se qualifier sur le circuit mondial, contre une dizaine d'épreuves auparavant. Pour les filles, on n'a pas beaucoup d'épreuves, donc ça va vraiment se jouer sur toutes les compètes vont compter. Donc il n'y a pas trop le droit à l'erreur et toutes les compètes elles vont être aussi importantes l'une que l'autre. Dans le calendrier, à cocher d'une croix blanche aussi les JO. 2021 marquera l'entrée du surf dans le monde de l'olympisme. Maud peut se qualifier pour Tokyo, un vrai objectif de saison. C'est une super opportunité pour le surf, je trouve que c'est un tremplin énorme pour partager notre passion à un plus grand public. Donc on verra comment ça se passe. C'est clair que ce serait un rêve de participer à ces premiers JO en surf, de représenter la France et ses îles. Johan, lui, sera le joker de Jérémy Flores et Michel Borez à Tokyo en cas de blessure. Le Landais souhaite tout le bien du monde à ses 2 copains qualifiés. Je suis remplaçant, après, voilà, je sais pas, j'y pense pas du tout. J'espère qu'ils seront en forme et qu'ils iront. Moi, on verra peut-être dans 5 ans si je suis encore en vie. À 31 ans, cette saison, même tronquée, est décisive pour Johan. Premier rendez-vous le 22 mars au Portugal. De retour avec Jacques Lagencombe, le nouveau président de la Fédération française de surf. Il y a Johan Duru et l'élite, bien sûr, féminine et masculine en France, mais il y a aussi ce qu'on appelle le surf de masse, sans que ça soit péjoratif. Les amateurs, les licenciés, c'est l'une de vos principales préoccupations, ou en tout cas l'un de vos principaux objectifs. Vous avez raison, c'est un objectif, parce que quand on regarde la fédération et qu'on arrive à la fédération, on se dit quelle est la richesse. La richesse, c'est la grande diversité de nos clubs, la grande diversité des pratiques. Et pour ce qui est de nos clubs, on a évidemment des clubs employeurs, des très gros clubs, et on a aussi des clubs, celui auquel j'appartiens, le Côte des Basses Surf Club, où il y a une centaine de licenciés, on n'a pas de salariés, mais c'est un club qui peut développer des projets. Et je pense qu'au-delà du Côte des Basques, beaucoup de clubs qui sont autour de 80, 100 licenciés peuvent développer des projets. Ils le feront à la condition qu'on prête attention à eux et qu'on prenne en compte leurs spécificités. Et ça va être un des premiers jobs que la nouvelle équipe va réaliser. On va parler des prochaines semaines. Juste, la pandémie de la Covid-19, elle a fortement impacté les clubs où l'été dernier, il y a eu beaucoup d'activités. Là, c'est plutôt, c'est l'hiver, ils sont un peu à l'arrêt. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. Bon, certains espèrent partir en voyage, j'imagine. Ils ont été impactés et on a été inquiets quand même. Il y a un tour des clubs qui a été organisé. On était très inquiets parce que ceux qui ont des emplois, il y a eu des politiques de soutien à l'emploi, mais ceux qui ont des emplois, les emplois pouvaient être menacés. L'activité générale était menacée. On peut avoir aussi une perte de licenciés
puisque les licences se renouvellent, vous savez à peu près à cette période-ci. Si les clubs se ferment, évidemment ça complique un peu la donne pour renouveler les licences. Donc on a été inquiets. Bon, la saison d'été, je pense, a sauvé pas mal de monde, mais il faut qu'on reste vigilant parce que les choses peuvent empirer à nouveau. Et il faudra que la fédération parle à ses clubs et parle d'une manière générale. Est-ce qu'on parle de relancer les clubs ou d'impulser un nouvel élan ou il n'y a pas besoin, c'est déjà des structures qui travaillent très bien? Non, il y a des structures, enfin ce serait pas gentil de dire que les structures ne travaillent pas bien. Non, les structures travaillent très bien, il y a des clubs très structurés. On parlait tout à l'heure de Gironde, de la Presqu'île, vous avez la Cano, vous en avez des très gros clubs, très bien structurés, sur toute la côte Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne pense pas que ceux-ci soient en attente particulière de quelque chose, sauf peut-être les aider sur la digitalisation, professionnalisés grâce à des formations. Donc ce sont des sujets qui vont être travaillés très très vite dans les prochaines semaines et nous serons amenés à faire des propositions au club vraiment je pense avant mars. Alors il y a le surf, shortboard bien évidemment, mais il y a des disciplines associées, parce qu'il n'y a pas que le surf, la Fédération française, même si elle s'appelle de surf, l'essor des autres disciplines aussi, c'est l'un de vos objectifs. Ouais. C'est un de mes objectifs parce que, j'ai un peu de scrupule. Vous n'êtes pas seul, évidemment, il y a parce l'équipe, bien évidemment, quand je dis vous. Et si on regarde la composition de l'équipe, on a dans cette équipe des bodyboarders, on a des body surfeurs, on a des gens qui pratiquent le stand-up, on a même quelqu'un qui fait du tandem. Donc c'est pour vous dire si on ratisse large. Et il y a aussi des sujets, vous voyez par exemple, il y a le foil qui émerge. Et le foil, vraiment, il va falloir s'en occuper. On a vu des décrets d'interdiction poindre dans quelques endroits. Et je crois que la fédération doit intervenir auprès de la commission foil pour travailler ces sujets-là. Mais l'idée générale, si vous voulez, pour faire plus court, plus synthétique, l'idée générale, c'est d'assurer une équité de traitement des différentes pratiques. Toutes les disciplines pour tous, Toutes toutes les catégories disciplines d'âge pour aussi. tous. On voit aujourd'hui de plus en plus le surf, notamment l'été, des générations un peu anciennes qui s'y mettent, qui essaient. Ça veut dire que tout le monde peut en faire, alors pas de 7 à 77 ans, mais de 1 à 100 ans. Non, mais de 7 à 77 ans, c'est possible. Mais dans Même mon plus club, jeune, parfois. Mais dans mon club, il y a des tontons surfeurs, des messieurs de 80 ans. Alors ils surfent maintenant occasionnellement, mais n'empêche qu'ils sont toujours là, ils sont toujours fidèles au club et fidèles au surf. Alors c'est peut-être, là d'où je viens, qui fait qu'il y aura une appétence particulière pour le surf pour tous et pour les publics éloignés de la pratique. J'ai fait partie des gens qui ont monté Handisurf, créé Handisurf. J'étais pas complètement à l'origine, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas j'ai accompagné Handisurf pendant quelques années. Donc il y a la public handi, mais il y a un sujet dont on parle peu, mais qui va devenir, je crois, très prégnant, c'est celui du surf santé. Et comme le sport santé, on parle de sport santé, le surf avec le milieu naturel, avec les bienfaits de l'océan, je crois qu'on a vraiment des choses à dire et à faire dans ce domaine. Beaucoup d'avantages. La pratique extérieure, l'activité nautique, au bord de l'eau, le plein air. Oui, bien sûr. Surf, santé, ça passe évidemment par le surf, la santé aussi. En tout cas, entre autres, par l'activité. Oui, ça passe par l'activité et ça passe par le contact avec l'élément naturel qui est l'océan. Enfin, l'océan et la mer, il ne faut pas oublier qu'il y a les mers. Oui. Et puis il y a les lacs aussi, les plans d'eau intérieurs, parce que vous avez aussi des activités qui dépendent de la fédération, qui se pratiquent sur des plans d'eau intérieurs. Et là aussi, on va vraiment essayer de travailler, on va pas essayer, on va travailler avec eux. Parce qu'il y a une forte demande et une forte attente de la part des gens qui pratiquent les sports de glisse sur les plans d'eau intérieurs. Eh bien, merci beaucoup Jacques Lajoncom d'avoir été notre invité aujourd'hui et président de la Fédération française de surf. Et vous en parliez à l'instant de ce surf santé. Vous, le Basque, vous connaissez bien un grand spécialiste, en tout cas un grand défenseur du surf et de la santé. Il s'agit de Guillaume Barru qui est installé à Biarritz. C'est le médecin surfeur ou le surfeur médecin le plus célèbre de la côte basque. Nous l'avons rencontré avec Olivier Pras et Borik Chag. Voici le reportage. Biarritz, un matin de décembre presque hors du temps. Il est 10h, il fait 4 degrés et le médecin surfeur se prépare pour sa session du jour. Je vais me décrasser, me détoxifier. À chaque fois qu'il le peut en fonction des conditions, Guillaume Baruc prend sa dose d'océan avant de la prescrire. J'ai juste lui faire un petit bisou. Gabriella, ma fille, donc la petite au sauvetage et le papa au surf. C'est ça la vie à Biarritz. Le surf, indispensable à son équilibre au quotidien. Moi j'adapte mes horaires en fonction des marées. Ça mes patients pourront vous le dire. Pour qu'un médecin soit crédible, il faut qu'il s'applique à lui-même ses propres recommandations. C'est sûr que si j'étais obèse, fumeur, peut-être que les gens auraient moins confiance dans le discours du sport sur ordonnance. Je me sens plus vif,
plus euphorique, plus motivé. Pourtant, je ne suis pas resté longtemps, une demi-heure. Mais tout de suite, on sent cet effet boost. Ça fait autant de bien à l'esprit qu'au corps? Les deux. Ouais, mais surtout à l'esprit. Détendu, serein et prêt pour ses consultations du jour. À quelques centaines de mètres de la grande plage, le cabinet médical du généraliste dans le centre-ville de Biarritz. Et ici aussi, forcément, le surf n'est jamais loin. Bon, et toi, t'as pu aller surfer ou pas? Tout le temps. On vérifie la tension. 12,7. Tension de jeune surfeur. Finalement, qu'est-ce qu'on a proposé médicalement aux patients ou aux personnes pendant cette crise? Pas grand-chose, à part leur dire de rester chez eux, de porter un masque, pas grand-chose. Parce qu'on sait que quand on n'a pas de médicaments, quand on n'a pas de vaccin, pas encore en tout cas, face à une épidémie, il faut mettre les gens à l'activité physique pour stimuler leur système immunitaire. Donc pendant le confinement, je t'avais prescrit une ordonnance pour faire du surf, 2 à 3 jours par semaine, pendant 2 heures en moyenne. Donc est-ce que tu as pu en faire du surf ces derniers temps? J'y suis allée une fois, mais j'ai pas pu y aller autant, le boulot, les conditions, etc. Chiara souffre de la mucoviscidose. Pour elle, la pratique sportive est fondamentale. C'est nécessaire pour nous d'aller surfer parce que justement ça nous dégage les bronches, ça tapisse les bronches, ça nous évite les infections et c'était bénéfique pour moi tout au long du confinement. Guillaume Baruc, toujours en quête de la meilleure vague pour lui, mais pas seulement. Aussi et surtout pour défendre encore et toujours les bienfaits du sport sur la santé. Dans cette crise, les autorités ont considéré que le sport professionnel était prioritaire. Alors que moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le sport professionnel qui est prioritaire. C'est le sport pour le tout venant qui a besoin de ça pour son hygiène de vie quotidienne. Guillaume Baruc, le docteur Biarrot, qui ne surfe jamais seul. On reste sur la côte basque, berceau de la discipline dans les années 1950 et où on surfe toujours de génération en génération, notamment chez les femmes. Bande de surfeuses, c'est un magazine de Stéphanie Deschamps et Emmanuel Galère. Ce matin-là, sur la côte des Basques à Biarritz, la double championne d'Europe Liane Curren vient surfer en famille. Sa mère, Marie-Pascale Delanne, a été l'image du surf des années 80. Sa tante, Marie-Paul Delanne, championne de France 1967. Moi, j'avais pas de planche à moi, donc j'ai surfé grâce à des gentils amis qui me laissaient leurs planches. Il fallait être 2 pour amener les planches à l'eau, parce que c'était tellement lourd. Il n'y avait pas de leash, il n'y avait pas de combinaison. Mais c'était pas grave parce qu'on adorait ça, moi j'adorais ça. Le surf, c'était rester des heures sur la murette à attendre que la marée descende. C'était celui qui aurait le nez le plus rouge, le plus brûlé, le plus voilà. Dans les années 66-67, il y a vraiment des surfeurs d'exception qui sont venus ici, avec toute cette culture américaine, avec ses vêtements, c'est la musique, puis le look, tout ça. Donc c'est vrai qu'ici c'était un peu un grand cirque fantastique tout l'été. Marie-Christine Delanne, Françoise Casaillous. La bande de surfeuses de ces années 60, René Béguet la connaît bien. Il fait partie des surfeurs légendaires de la côte des Basques, ceux qui n'hésitaient pas à motiver les filles. On a essayé de les aider parce que bon, c'est pas toujours facile quand tu perds ta planche arrive au bord, bon, on devait ramener la planche, enfin bon, on n'était pas spécialement machiste, non, c'était pas assez ma vague, ne pars pas. Ce qui était génial au début du surf à Biarritz, c'est qu'on a tous démarré à zéro. On était tous aussi nuls les uns que les autres. Tout semble beaucoup plus naturel pour Liane Curren. Ses tantes ont développé la pratique du surf féminin et sa mère, Marie-Pascale, a même été l'une des premières icônes sponsorisées des années 80, devenant vice-championne de France et d'Europe. On était intégrés en équipe de France, amateur, mais on a eu des surfeuses dans les années 80 comme Anne-Gaëlle Haro, qui a été championne du monde, qui vient de La Réunion. Ou des Tahitiennes qui ont fait que le niveau du surf féminin a boosté d'un coup en fait, parce qu'elles sont arrivées avec un gros niveau par rapport à ce que nous on connaissait en Europe et ça nous a beaucoup aidé à progresser. C'est sur les spots de sa jeunesse que Marie-Pascale a initié sa fille Liane, dont le papa n'est autre que le champion du monde Tom Curren, une double filiation pour une héritière du surf.
On marchait le long du Promenoir jusqu'au bout et il y avait un spot qui s'appelait La Mousse. Et c'est vraiment là-bas qu'on a appris à surfer, passer des vagues parfaites pour s'entraîner, apprendre toutes les manœuvres. Et j'ai eu beaucoup de chance de grandir et d'avoir du matériel grâce à mes parents. Sans les pionnières un peu du surf, déjà à Biarritz et puis dans le monde entier, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'une des pionnières les plus emblématiques est Marichou Darigrand. Adolescente dans les années 60, elle aussi a vécu la belle époque de la Côte des Basques. Côte des Basques, la côte basque, le steakhouse, c'était tous les Californiens, tous les surfeurs australiens, tout le monde qui arrivait avec leur camping-car. Ils étaient tous beaux comme des dieux. Bon, on était des jeunes filles à l'époque, c'était quand même un truc incroyable. Très sportive, Marichou Darigrand est une fille de l'océan qui nage ou surfe tous les jours. À son palmarès, un titre de championne. J'étais championne de France en 78 à la barre, dans des grosses vagues, parce que j'étais un peu casse-cou aussi, donc j'avais peur de rien. Donc c'était des conditions difficiles et j'ai réussi à avoir mes 3 vagues. Bon, après on était 5 à l'eau. Marichou Darigrand a aussi révolutionné le surf féminin en important les premières combinaisons filles pour glisser en toute saison, un équipement qu'elle a ensuite développé pour une marque mondialement célèbre. En fait, avant, tout était axé sur les hommes. Hein. Donc le matériel, les combinaisons, les planches. Et c'est vrai quand on a démarré la marque Roxy, on a conçu le board short spécialement pour les filles. Donc c'était pas un board short qui était jusqu'aux genoux, mais qui était quand même plus pratique mais mignon. Désormais, les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les écoles de surf. Et depuis les années 90, elles sont devenues de redoutables compétitrices. De l'autre côté du phare de Biarritz, Anglette et sa mythique plage du club, le spot d'Emmanuelle Joly, 6 fois championne d'Europe, 4 fois championne de France, où elle vient surfer avec sa fille Waina, 17 ans. C'était plus facile pour moi d'arriver sur les phases finales parce qu'on était moins nombreuses. Mais ça a été beaucoup plus dur de commencer le surf vu que je m'achetais ma planche dans le seul surf shop qui existait, la combi sur la plage et je me jetais à l'eau comme ça toute seule. Alors qu'aujourd'hui, on a des parents surfeurs, on a des clubs de surf, on a des entraînements, des coachs privés, des planches évolutives. Emmanuelle Joly a transmis sa passion de la glisse à Waina, qui est déjà double championne de France junior. J'ai commencé le surf quand j'avais 4 ans avec ma mère du coup. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Je me suis mise un peu plus à surfer plus sérieusement, disons, pour les compétitions à partir de 9 ans. C'était différent d'aujourd'hui où, comme par exemple, aujourd'hui, on surfait, on était déjà 4 filles à l'eau. Il y a aussi des filles qui prennent maintenant des cours de surf, alors qu'avant, c'était plus un sport de mecs, disons. Waina Joly est qualifiée pour les championnats du monde junior et rêve d'intégrer le circuit mondial pro, un gros défi. En Australie, des filles comme Waina, elles sont 70. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes blondes et elles déchirent toutes les vagues. Et elles ont toute ambition d'entrer sur le CT. Elles ont entre 14 et 18 ans et c'est incroyable. Ces filles du surf doivent beaucoup aux générations précédentes qui n'ont pas lâché la planche. Maintenant, je vois quand les filles passent, il peut y avoir les garçons sur la plage qui regardent les séries de Waina ou d'autres filles, ils s'encouragent, ils se soutiennent, chose qu'on n'avait pas à mon époque. 60 ans après les débuts de la glisse, la surfeuse s'est imposée sur les vagues, en sportive accomplie, tout simplement. Pour terminer notre séquence archive avec une plongée au cœur de l'histoire du surf dans la région. Nous sommes le 20 août 1988, le jour où le président de la République de l'époque est venu en voisin admirer les meilleurs surfeurs de la planète. C'était ici même, plage des Estagnots, à Seignos. Seignos, la plage des Estagnots, il est 11h45 lorsque 2 4x4 arrivent sur les lieux mêmes de cette compétition internationale de surf, le Rip Curl Pro Land. François Mitterrand, accompagné de son ami le docteur Raya, est venu découvrir ce sport. Il est en week-end dans sa résidence de Latch, à quelques kilomètres de là. Une chance pour lui, à ce moment-là, c'est l'ex-champion du monde, le Californien Tom Curren, qui évolue. Je viens voir parce que c'est beau.
en tant que voisin en ce moment, mais c'est un sport que vous suivez un petit peu. Vous connaissez quelques noms de champions? Je le connais très mal, mais le fait d'être un habitué de cette région permet de temps en temps de rencontrer des champions. Et est-ce qu'on vous a donné déjà quelques explications qui vous permettent d'apprécier le geste, le mouvement? Est-ce que vous appréciez ce sport-là, les premières rencontres? Je vous ai déjà dit, c'est très beau et il y a là de bons conseillers. Hein? Pour lui commenter l'exhibition, Charles Puyot, l'organisateur. Sur la plage, à ce moment-là, les spectateurs ignorent pour la plupart la présence de François Mitterrand. Le chef de l'État, 3/4 d'heure après, quittera cette plage des Estagnots après avoir salué Tom Curren, l'une des stars du surf. C'est la fin de ce premier numéro de La Tua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.